Il existe un lieu sur Terre où l'humanité n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. Une terre plus vaste que le Japon, perchée directement sur la ceinture de feu du Pacifique. Pourtant, elle demeure presque invisible sur les cartes du monde, une énigme magnifique cachée durant des siècles. Certains la surnomment l'Islande de l'Asie. Oubliez la douceur de cette comparaison. Ce territoire est plus sauvage, plus âpre, plus primordial que toute imagination. Bienvenue sur l'ultime frontière de la Russie, un endroit où la terre est encore en train de naître. Voici le Kamtchatka. L'histoire commence dans un lieu qui semble défier la raison, Petropavlovsk-Kamtchatski, une cité agrippée aux confins de la civilisation portant le poids des siècles. D'un simple avant-poste isolé, elle est devenue le témoignage vivant de la ténacité de l'esprit humain. Centre administratif, industriel et culturel du Kraï du Kamtchatka, la ville porte les marques d'une longue histoire militaire. Elle abrite environ 181 000 résidents, nichés dans la partie sud-est de la péninsule. Ici, ses habitants ont appris très tôt que le monde ne se plie pas à leur volonté. Aucune route ne mène à la ville, aucune ne permet d'en sortir. Chaque arrivant vient par les airs ou par la mer, posant le pied dans un paysage façonné par le feu et la glace, sous le regard de 3 volcans imposants qui se dressent comme des gardiens immémoriaux. Les annales de la ville remontent à l'explorateur Vitus Bering, qui atteignit ses eaux dans les années 1740, établissant une présence qui allait façonner son développement et sa toponymie. Plus tard, durant la guerre de Crimée, un siège mémorable vit une poignée de chasseurs et de pêcheurs tenir tête à une flotte puissante, refusant d'abandonner leur foyer. Cet instant, bref et féroce, est devenu une pierre angulaire de la fierté locale. Vue du ciel, la cité semble reposer au creux d'un amphithéâtre de montagnes. La vapeur des fumerolles lointaines dérive et se mêle au souffle de la mer. La vie suit son cours, comme si l'insolite était ici tout à fait ordinaire. C'est peut-être là que réside le charme de Petropavlovsk-Kamtchatski. La baie d'Avacha impose un changement d'échelle. Les eaux s'ouvrent, immenses, sous le passage des nuages, formant un port naturel si profond qu'il peut abriter les plus grands navires, même durant les plus violentes tempêtes du Pacifique. Depuis des générations, elle est l'artère vitale de la ville, le point d'arrivée des bateaux, le lieu de rassemblement des familles sur la jetée, là où le quotidien rencontre l'océan. Mais ce sont les forces plus vastes qui commandent. Les baleines à bosse suivent des routes migratoires saisonnières qui les amènent près du rivage, leur souffle s'élevant en hautes colonnes blanches. Les phoques communs dérivent près des rochers, levant parfois la tête comme pour observer la tranquille activité du front de mer. Ces animaux apparaissent avec une telle régularité que leur présence est intégrée à l'environnement, bien plus qu'elle n'est un spectacle. Ici, la frontière entre le quotidien et le sublime s'estompe. La vie humaine n'est pas une conquête, mais une conversation silencieuse avec une planète qui n'a jamais cessé de naître. Ici, une cohabitation singulière s'opère. Le ballet quotidien d'un port en activité se mêle au mouvement lent et puissant des créatures les plus imposantes du Pacifique. Alors que la lumière de l'après-midi s'adoucit, peignant l'eau de teintes dorées, le mouvement sur la baie adopte un rythme plus feutré, presque silencieux. Les bateaux de pêche tracent leur sillage vers les quais, un retour au port qui contraste avec le spectacle grandiose qui se joue plus au large. Là, les dos arqués des baleines fendent la surface, une apparition majestueuse et éphémère, avant de replonger dans l'immensité bleue. À l'entrée de la baie, 3 piliers de roche, sentinelles de pierre connus sous le nom des 3 frères, se dressent en une formation immuable. Sculptés par des siècles de tempêtes et de marées, ils sont les gardiens silencieux de ces eaux. Leurs parois abruptes capturent les derniers feux du soleil couchant, une métamorphose chromatique qui transforme le gris austère en un ambre chaud, presque vivant. Les oiseaux marins tissent des arabesques entre eux, utilisant ce labyrinthe minéral comme un abri précaire avant de regagner le grand large. C'est une symphonie où l'activité humaine et la nature brute ne s'opposent pas, mais composent un paysage unique, une signature visuelle inoubliable. Plus à l'intérieur des terres, le paysage change de visage. La rivière Avacha, en approchant de la côte sud-est du Kamtchatka, déploie son delta en une vaste plaine inondable. Ici, le drame vertical de la côte cède la place à une étendue horizontale,
un monde d'eau et de terre. Son cours principal se fragmente, se divise et se reconnecte en de longs méandres serpentins. Ces veines d'eau vive sculptent un passage à travers les bas-fonds marécageux et les tourbières gorgées d'eau. Vue du ciel, la rivière n'est plus un simple cours d'eau, mais un réseau complexe, une calligraphie liquide tracée par le flux constant et les dépôts saisonniers de sédiments. C'est un contraste saisissant avec les lignes droites et escarpées du littoral qui dominent une grande partie de la péninsule. De part et d'autre du chenal principal, les zones humides s'étendent à perte de vue. Les herbes, les joncs et les bosquets de saules créent une mosaïque de vert dont la densité varie au gré des crues et des décrues. Entre les boucles du fleuve, de petits étangs se forment, miroirs calmes, où seules les ondulations laissées par un oiseau ou une brise lointaine viennent troubler la perfection de la surface. La lenteur du courant permet aux sédiments de se déposer, transformant la plaine en un immense filtre naturel, un poumon liquide qui purifie tout ce que les vallées intérieures lui ont confié. La faune locale utilise cette plaine comme une zone de transition vitale. La sauvagine se rassemble dans les bassins les plus tranquilles, tandis que sur les berges plus fermes du Marais, on devine les traces discrètes laissées par un renard. La rivière maintient son rythme immuable, se déplaçant avec juste assez de force pour façonner son propre chemin, mais assez lentement pour préserver des sanctuaires de quiétude s'étirant sur des centaines de mètres. À mesure que la plaine s'élargit, les courbes commencent à s'adoucir, la végétation s'éclaircit. La rivière exécute ses dernières arabesques avant de rencontrer l'influence des marées du Pacifique. Les derniers tronçons d'eau douce, calmes et sereins, conservent leur identité un court instant, avant de se fondre dans les courants plus puissants qui définissent la côte à venir. Puis la métamorphose est soudaine, presque brutale. Le littoral change de matière et de couleur, révélant un visage plus sombre, plus austère. Sous nos pas, le sable devient d'un noir d'encre, une étendue infinie qui s'étire en une courbe ininterrompue. C'est la plage de Kalaktirski. Cette teinte spectrale n'est pas le fruit du hasard. Elle est la mémoire de la terre, le témoignage des fureurs passées. Chaque grain est un fragment de lave pulvérisée, une cendre refroidie, déposée ici par les éruptions volcaniques au fil des millénaires. C'est une plage née du feu et façonnée par l'eau. Marcher ici, c'est fouler les vestiges d'une création violente, sentir sous ses pieds le pouls d'une planète vivante. Le ressac des vagues sur ce sable noir n'est pas seulement le son de l'océan, c'est le murmure du temps géologique, un dialogue incessant entre la fureur des volcans et la patience infinie de la mer. Dans ce décor monumental, l'échelle humaine s'efface, laissant place à une contemplation humble face à des forces qui nous ont précédés et qui nous survivront. Chaque vague déferle avec un poids glacial, étalant une écume d'un blanc spectral sur la surface sombre avant de se retirer, révélant à nouveau le même contraste saisissant. Ici, sur les rivages du Kamtchatka, le Pacifique possède une âme brute, indomptée. Son rythme, constant mais puissant, charrie un froid qui s'insinue dans les eaux, même au cœur de l'été. Le vent pousse une brume basse à travers la plage d'un noir d'obsidienne, adoucissant les arêtes d'un paysage taillé à la serpe. Cette combinaison de sable volcanique, de ressacs éclatants et de brouillards mouvants confère à la plage de Kalaktirski une atmosphère que l'on ne trouve nulle part ailleurs. La mer, dans sa grandeur, est un spectacle total. Malgré la température de l'eau, les silhouettes des surfeurs locaux se découpent sur l'horizon. Ils arrivent, leurs planches sous le bras, et lisent l'océan avec une aisance qui trahit une longue intimité. Sans la moindre hésitation, ils s'élancent, glissant à travers les vagues comme s'ils faisaient partie de cet élément. Leur présence n'est pas une conquête, mais une communion. Elle souligne le caractère de cette côte, parfois hostile, mais d'une clarté et d'une franchise qui attirent inlassablement ceux qui cherchent une vérité sans phare, une perspective à la fois simple et inoubliable. Plus loin, à l'intérieur des terres, le paysage change de nature et le son précède l'image. La première impression du volcan Mutnovski est sonore. C'est le grondement sourd de la vapeur en mouvement, s'élevant en bouffées régulières depuis des évents disséminés le long de ses pentes. Un murmure tellurique qui se mêle au sifflement du vent. À mesure que l'ascension progresse, des névés immaculés découpent le terrain en formes irrégulières.
Le contraste entre la glace blanche et la pierre volcanique mise à nu devient plus fort, plus dramatique. L'eau de fonte s'écoule en canaux étroits, transportant de fines couches de sédiments, chaque ruisseau convergeant vers un bassin plus profond, façonné par des cycles répétés de gel et de chaleur. L'activité s'intensifie près des fumerolles centrales. La Terre respire. La chaleur remonte avec une force suffisante pour soulever des nuages de vapeur qui dérivent et se reforment au gré des courants d'air. Des mares de boue liquide répondent à la pression thermique par un bouillonnement lent et épais. Le gaz s'échappe par des fissures qui s'élargissent et se referment au gré des fluctuations de température. Ici, le sol est vivant. Les instruments placés par les chercheurs enregistrent des lectures dépassant souvent 500 degrés Celsius au cœur même de la fournaise. La glace environnante ne doit sa survie qu'à l'approvisionnement constant en neige depuis les crêtes supérieures. Le volcan Mutnovski offre le spectacle saisissant de deux systèmes en interaction directe, un paradoxe en temps réel. La glace descend, suivant les canaux creusés par les saisons précédentes, tandis que l'énergie géothermique refaçonne le sol juste en dessous. Leur point de rencontre crée un paysage marqué par des variations de couleurs saisissantes, des changements de température abrupts et des surfaces qui se transforment sans avertissement. La neige peut s'évaporer en quelques secondes au contact des zones les plus chaudes. Bien qu'il existe des sentiers stables, ils exigent une observation attentive, car de nouveaux évents peuvent s'ouvrir à tout moment. Plus près du bord du cratère, la vapeur forme d'épaisses colonnes qui réduisent la visibilité à quelques mètres seulement. Le son de la libération des gaz devient plus aigu, accompagné par la vibration profonde des eaux circulant dans les entrailles de la Terre. Le rebord du cratère s'élargit en un champ de bouches ardentes, chacune produisant son propre motif de pression et de chaleur. Une fine couche de soufre, d'un jaune presque irréel, tapisse la roche, ultime signature de la chimie primordiale à l'œuvre. Non loin de là, le volcan Goli attend. Chaque sommet est un chapitre d'une histoire plus vaste. De la fureur de l'océan au souffle brûlant des volcans, cette terre parle un langage ancien, celui de la création et de la destruction. La Terre n'est pas une scène inerte pour le drame humain, mais l'acteur principal d'une épopée qui nous dépasse. Ces paysages ne sont pas de simples décors, ils sont la mémoire vivante du temps, une force brute qui nous rappelle humblement notre propre impermanence. Au-delà des pentes fumantes du Mutnovski, le terrain s'apaise, mais ne s'endort jamais vraiment. Le paysage se déploie, révélant une structure volcanique plus vaste, plus ancienne, le volcan Goli. La Terre ici respire une histoire géologique complexe, écrite dans la pierre et le soufre. Son sommet n'est pas une cime unique, mais une cicatrice complexe, une mosaïque de cratères superposés, chacun témoignant d'un cycle millénaire d'effondrement et d'éruption. Chaque dépression est une page tournée dans le grand livre de la formation de cette péninsule. L'un de ces cratères, cependant, retient immédiatement le regard. Il abrite un secret liquide, un œil d'une couleur surnaturelle qui fixe le ciel. L'eau remplit entièrement la caldeira, loin en contrebas du rebord, confinée dans un amphithéâtre de parois rocheuses abruptes. Sa surface arbore une teinte turquoise, presque laiteuse, une couleur irréelle née de la saturation en minéraux et en composés acides. C'est la signature chimique d'une interaction volcanique continue, le dialogue incessant entre l'eau et la chambre magmatique qui sommeille, à des kilomètres sous la surface. Le long du pourtour intérieur, de discrètes fumerolles respirent à intervalles irréguliers. Le mouvement est lent, mesuré. De fines couches de vapeur glissent sur l'eau avant de se disperser dans l'air froid, tels les soupirs de la Terre. Autour du cratère, tout suggère une immobilité éternelle. Le niveau du lac ne varie pas, les murailles de pierre restent figées. Seules ces émanations gazeuses trahissent la formidable énergie contenue sous cette apparence de paix. Depuis le rebord, la scène semble immuable, un tableau figé dans le temps, invitant l'œil à se perdre dans les profondeurs opalescentes, à contempler les processus invisibles qui lui donnent sa beauté toxique. Puis, le silence minéral est soudainement déchiré. Un grondement sourd et constant brise la quiétude qui règne sur les versants volcaniques. C'est la cascade Spokoïni. Son nom, emprunté au russe, signifie calme. Une ironie poétique pour cette force de la nature. Car si son débit est constant, presque serein, son environnement est tout sauf paisible.
Le torrent, nourri par un réseau de canaux d'eau de fonte, prend de la vitesse avant de s'élancer dans une chute verticale de 16 mètres par-dessus une corniche d'orgue basaltique. Le rideau d'eau vive, d'un blanc éclatant, offre un contraste saisissant avec le terrain environnant, un linceul de roches sombres et de cendres meubles, héritage d'anciennes colères du volcan. Près de sa base, l'humidité constante a donné naissance à une oasis de verdure éclatante, un tapis d'herbe sculpté par les embruns perpétuels. L'eau prend sa source dans les bassins versants supérieurs, creusés par le ruissellement saisonnier. Là-haut, le sol alterne entre la lave durcie et les sédiments tendres arrachés aux crêtes. Ces variations géologiques guident le courant, le canalisent dans un sentier étroit avant de le précipiter par-dessus la falaise. Le son de l'eau contre la roche impose un rythme immuable, marquant une brève parenthèse de vie et de mouvement avant que la route ne se poursuive vers l'immensité sauvage en direction de la mer. Plus au sud, là où la terre du Kamtchatka s'étire vers la mer d'Okhotsk et l'archipel des Kouriles, le paysage change encore. Il s'ouvre sur une étendue d'eau majestueuse, le lac Kouril, le deuxième plus grand lac d'eau douce de la péninsule. À la surface de l'eau, une ondulation presque imperceptible trahit une présence. Une silhouette massive et sombre brise la ligne d'horizon liquide. Le premier ours brun entre dans les eaux peu profondes. Bientôt, il n'est plus seul. D'autres formes le suivent, se rassemblant le long du même rivage avec une assurance tranquille, obéissant à un rythme ancestral qui se répète chaque été. Car ce lac est bien plus qu'une simple étendue d'eau. Il est le théâtre d'un des plus grands spectacles du monde naturel. Chaque année, ces eaux deviennent la destination finale de la plus importante remontée de saumon rouge de toute l'Eurasie. Le feu volcanique qui a façonné cette terre a enrichi ces eaux de nutriments, créant une chaîne alimentaire d'une richesse inouïe. Les saumons, nés ici, reviennent par millions pour frayer et mourir, offrant un festin aux seigneurs de ce royaume. Le feu et l'eau, la création et la destruction, nourrissent un cycle de vie d'une puissance extraordinaire. Ici, sur cette terre primitive, la vie et la mort dansent au rythme des saisons et des soubresauts du magma. Un rappel puissant de la fragilité de l'existence face à la pérennité des forces qui ont sculpté le monde. Un vaste miroir d'eau mouvante marque la genèse du grand voyage. La mer d'Okhotsk, creusée de vie, abrite des concentrations denses de plancton et de petits poissons, créant des terrains de chasse pour les orques et les baleines grises qui suivent les courants. Ces mêmes courants, riches en nutriments, soutiennent les premiers stades de vie des saumons qui, plus tard, entreprendront leur migration vers les terres. Lorsque la température de l'eau se stabilise au début de l'été, le signal est donné. Le premier signe de la remontée se manifeste souvent par un éclair carmin fugace juste sous la surface. C'est l'avant-garde. Les poissons arrivent individuellement, puis leur nombre s'accroisse de manière exponentielle à mesure que la saison avance. Chaque saumon obéit à la même pulsion biologique, un appel irrésistible le ramenant au système d'eau douce qu'il a vu naître. Là, il doit libérer ses œufs et achever le cycle de sa vie. Ce mouvement vers l'amont est primordial. Les lits de gravier de ces rivières offrent le débit, les niveaux d'oxygène et le substrat précis, indispensable au succès du frai. À mesure que la migration s'intensifie, le fleuve s'emplit d'un mouvement perpétuel. Les poissons luttent contre le courant par courtes accélérations, se regroupent dans les sections plus lentes pour reprendre leur souffle, puis repartent à l'assaut. Leur corps se métamorphose, leur livrée argentée virant au rouge écarlate à mesure qu'ils atteignent leur pleine condition de reproducteurs. Ce flux de vie attire les géants. Tous ces mouvements convergent vers un unique bassin, soutenu par la migration concentrée des saumons qui s'amplifie au fil des mois les plus chauds. Des sentiers invisibles, gravés dans la mémoire des générations, guident les ours depuis les vallées environnantes jusqu'aux rives nourricières. Le rassemblement grandit à mesure que les nouveaux arrivants prennent position. Bientôt, il devient possible d'observer plus de 20 individus dans un champ de vision restreint, une assemblée silencieuse, unie par une même attente. Leur activité débute lorsque les premières vagues de saumon s'engouffrent dans les chenaux étroits. Les adultes, statues de puissance, maintiennent leur position et scrutent le courant, guettant la moindre saccade,
le moindre éclat annonciateur. Les oursons restent à proximité, observant chaque transfert de poids, chaque ajustement subtil de leurs aînés qui déploient des frappes rapides, efficaces, mortelles. La plupart des ours arrivent lorsque la première pulsation forte de poissons pénètre dans le lac au début de l'été. Leurs mouvements quotidiens suivent une séquence claire, une chorégraphie immuable. Ils pataugent dans l'eau peu profonde, se déplacent vers les poches plus profondes où le courant faiblit, se reposent sur les bancs de gravier, puis retournent au même poste de chasse lorsque le courant se modifie. Les jeunes répètent les trajets des adultes, apprenant où le poids un mot. Ils chassent et mangent sans relâche, une frénésie alimentaire dont le seul but est d'accumuler les réserves de graisse nécessaires pour survivre à l'hiver. Le saumon offre une source d'énergie d'une densité exceptionnelle, et les ours exploitent pleinement cette fenêtre d'abondance tant que la migration reste forte. Alors que le cycle alimentaire se poursuit, des traînées de sédiments soulevés se déposent après chaque passage dans les bas-fonds, troublant l'eau un instant avant qu'elle ne retrouve sa clarté. Le niveau de l'eau fluctue avec le retour du courant, et les ours se redistribuent autour de nouvelles zones d'activité formées par les changements dans le pouls de la migration. Ainsi, dans ce théâtre naturel, deux destins s'entremêlent. Celui du saumon poussé par une force ancestrale à accomplir son devoir ultime, et celui de l'ours dont la survie dépend de ce sacrifice. C'est un pacte éternel, un cycle ininterrompu où la fin d'une vie est la promesse d'une autre, assurant la pérennité de la rivière, de la forêt et de tous ceux qui en dépendent. Au terme d'un pèlerinage exténuant, les femelles atteignent enfin les lits de gravier, ces sanctuaires d'eau vive où se jouera le dernier acte de leur existence. De leur dernière force, elles préparent le berceau de la génération future, creusant de simples dépressions dans le courant glacé pour y déposer leur précieuse cargaison d'œufs. À leur côté, les mâles se tiennent en position, une garde d'honneur éphémère. Dans cette fenêtre temporelle infime, la vie est transmise, juste avant que leurs corps affaiblis ne cèdent à l'épuisement total. Le cycle s'achève peu après la fraie. Emportés par le courant qu'ils ont si vaillamment remonté, les corps s'échouent le long des berges, formant des amoncellements argentés. Mais leur sacrifice n'est pas vain. Chaque carcasse qui se décompose devient une source de nutriments essentiels, un don final à l'écosystème qui les a vus naître. Les ours, se déplaçant entre le lac et les chenaux connectés, se nourrissent de cette manne providentielle. Plus loin, là où le courant ralentit et expose les dépouilles, les oiseaux et les prédateurs plus modestes viennent réclamer leur part du festin. La décomposition lente libère dans l'eau et le sol un trésor d'azote et de phosphore qui s'infiltre dans les sédiments et nourrit les racines de la végétation riveraine. La rivière elle-même, au fil de la saison, se transforme au gré des vagues successives de migration, le flot continu des poissons déplaçant les graviers et remodelant inlassablement son lit. Ailleurs, une autre force, plus ancienne et plus profonde, façonne le paysage. Des volutes de vapeur s'élèvent de discrètes fissures à la surface du sol, indice subtil de l'immense chaleur captive sous la terre. Ici, dans la vallée des geysers, la roche en fusion, proche de la croûte supérieure, surchauffe les nappes phréatiques. C'est cette énergie colossale qui orchestre l'incessante activité géothermique. Le site abrite 25 geysers majeurs et près de 175 évents plus modestes, chacun libérant eau et vapeur selon des cycles d'une régularité presque mécanique. Autour de ces bouches fumantes, le sol humide nourrit d'étroites bandes de tapis microbiens et de mousse, créant des zones de couleurs reconnaissables qui suivent les chemins de ruissellement des eaux chaudes. Mais cette régularité apparente cache une nature violente et imprévisible. La vallée porte encore les cicatrices d'un événement cataclysmique survenu en l'an 2007. Un puissant glissement de terrain dévala la pente à une vitesse effroyable, entre 35 et 40 km/h, arrachant la végétation, charriant boue, neige et rochers vers le corridor de la rivière. Les débris formèrent un barrage naturel temporaire, noyant sous les eaux d'un nouveau lac plusieurs formations emblématiques, des terrasses thermales, des cascades et de multiples geysers, dont le célèbre Pervenais. D'épaisses couches de sédiments ont alors redessiné les circuits souterrains, modifiant la circulation de l'eau chaude et altérant la chorégraphie des vapeurs s'élevant des terrasses inférieures. La convalescence de la vallée s'est déroulée par étapes,
comme un lent réveil. 6 ans plus tard, le niveau du lac Geyssernois a baissé, révélant des évents que l'on croyait perdus, longtemps ensevelis sous les dépôts de l'inondation. Puis, en 2014, un second glissement de terrain a projeté ces matériaux dans le lit de la rivière Geysernaya. Cette nouvelle vague a endommagé le barrage naturel, drainant le lac et exhumant d'autres merveilles géologiques. Le geyser Malich a repris son activité et une nouvelle colonne de vapeur, un geyser inédit baptisé plus tard Vire, a jailli de terre, signe que la pression se réorganisait dans les profondeurs. Tandis que la vapeur danse à travers le bassin et que la lumière changeante sculpte les reliefs, les chenaux récemment découverts et les dépôts frais se distinguent plus nettement, guidant le regard vers les vastes formations géothermiques qui s'étendent à l'horizon. Une vaste dépression, bordée de crêtes fracturées, marque l'entrée de la caldeira d'Ouzon. C'est une structure d'effondrement, la cicatrice laissée par une activité volcanique ancestrale. Le bassin s'étend sur près de 10 km de diamètre, un amphithéâtre naturel abritant un mélange de piscines thermales et de fumerolles. Ici, la distinction entre la vie et la matière s'estompe. Le cycle du saumon, donc de la vie à la terre, et le souffle brûlant de la terre elle-même ne sont que deux expressions d'une même force créatrice et destructrice. Le paysage que nous observons n'est qu'un instantané, une pause fragile dans une conversation ininterrompue entre la roche en fusion et le ciel. Ici, la terre respire, une mosaïque mouvante de forêts naissantes, de plaines minérales et d'évents actifs dessine un paysage en perpétuelle redéfinition. Des colonnes de vapeur fantomatiques s'élèvent vers le ciel, leur hauteur fluctuant au gré des changements de pression dans les profondeurs, tel un manomètre de l'activité souterraine. Chaque élément de ce paysage porte la cicatrice de l'effondrement originel, cet instant cataclysmique où la chambre magmatique, vidée de sa substance, a provoqué l'affaissement de la surface. Les champs géothermiques offrent le spectacle le plus saisissant de ce dynamisme. Dans des vasques aux couleurs irréelles, la boue en ébullition palpite selon un pouls régulier, un rythme tellurique qui forme des motifs complexes à sa surface. Ces dessins éphémères se réorganisent sans cesse, au fur et à mesure que les canaux de gaz reconfigurent leurs chemins invisibles sous la croûte terrestre. D'étroits ruisseaux, chargés de silice et de soufre, serpentent à travers ce décor, transportant leurs précieuses cargaisons minérales vers des bassins peu profonds. Là, au fil des saisons, les dépôts sédimentaires construisent patiemment des rebords surélevés, strate après strate, créant des terrasses naturelles d'une délicatesse inouïe. Et pourtant, la vie s'accroche. Elle surgit en îlots de verdure concentrés, là où des nappes phréatiques plus froides parviennent à percer la surface surchauffée. Ces poches de végétation luxuriante tranchent violemment avec l'ocre, le jaune et le blanc des zones thermales exposées, rappelant la ténacité du vivant face aux forces les plus brutes. L'arrangement de ces éléments révèle un paysage qui n'a pas encore trouvé son équilibre. De nouveaux dépôts se forment à côté des vestiges plus anciens de la catastrophe, dans une superposition constante. Plusieurs zones témoignent des étapes claires de ce renouveau. Le sol, autrefois couvert de cendres stériles, s'est mué en de petites prairies où les graminées ondulent sous le vent. Le long des pentes intérieures de la caldeira, les premiers arbustes ont commencé à prendre racine, leurs frêles branchages annonçant la forêt de demain. Les lacs, nés de l'effondrement, maintiennent un niveau stable grâce à un réseau de chenaux qui sillonnent le fond du bassin, apportant l'eau vitale. Cette superposition de l'eau, de la chaleur, des sédiments et de la végétation nouvelle constitue une archive géologique à ciel ouvert, le récit d'une lente et majestueuse réorganisation. Plus loin, entre les géants de la chaîne centrale, s'étend un corridor de haute altitude, connu sous le nom d'Avachapas. C'est un sas de décompression entre les sommets inaccessibles, un refuge où le paysage semble reprendre une échelle plus humaine. Au cœur de ce passage se dresse une sentinelle de pierre, le mont Kamal. De loin, sa silhouette découpée, avec sa double bosse caractéristique, évoque de manière troublante un chameau de Bactriane au repos dans la neige. Mais l'illusion se dissipe à l'approche. Il s'agit en réalité d'une extrusion volcanique, un bouchon de magma qui s'est solidifié dans les entrailles du volcan avant d'être mis à nu par le ciseau implacable du vent et de l'érosion sur des millénaires.
Contrairement aux zones quasi stériles du nord, ce passage est vibrant d'une vie frénétique et obstinée. C'est le territoire des écureuils arctiques, que les habitants nomment Ivrashka. Ces petites créatures à la robe dorée sont les maîtres incontestés des lieux. On les voit partout, dressés sur leurs pattes arrière sur un rocher, sentinelles vigilantes observant les intrus avec une curiosité effrontée. Alors que nos pas sont mal assurés sur les éboulis instables et les pentes glacées, eux se déplacent avec une aisance déconcertante, une agilité parfaite. Ils sont les véritables habitants de ce monde, l'incarnation même de l'adaptation à un environnement que l'homme ne peut qu'endurer quelques heures durant. Le voyage nous mène plus loin encore, vers le domaine du Tolbachik. Ici, le paysage se fait plus dur, plus hostile. Une étendue de champs de lave fracturés s'étire sur le flanc inférieur du volcan, testament figé d'une série d'éruptions fissurales qui ont autrefois canalisé des fleuves de roches en fusion dans de longues coulées inégales. Le terrain devient un chaos minéral. La surface se déchire en crêtes de basalte solidifiées, en déserts de cendres et en évents isolés qui murmurent encore la chaleur résiduelle du monde souterrain. Le sol lui-même est une agression. Chaque pierre est une lame, fracturée en éclats anguleux, acérée comme du verre brisé, et recouverte d'une fine poussière de dépôts volcaniques, le souffle des éruptions passées. De la caldeira en pleine renaissance au désert de lave du Tolbachik, de la vie frénétique des Ivrashka au silence minéral des plaines de cendres, ce monde révèle sa nature profonde, un cycle éternel où la destruction est une forme de création. Chaque paysage est un chapitre dans une histoire qui nous dépasse infiniment, une histoire écrite par des forces primordiales. Nous ne sommes que des témoins éphémères de cette lente et puissante transformation. Ici, le temps ne se mesure pas en heures, mais en éons. Et la Terre, indifférente à notre présence, continue d'écrire son histoire, lettre par lettre, dans la roche et le feu. Ici, le paysage se métamorphose à chaque pas. D'anciennes coulées de lave, refroidies en surface lisse et obsidienne, racontent une histoire de fureur apaisée. Elles côtoient des flots plus récents, figés en un chaos de structures rugueuses, de cavités profondes et d'arêtes aussi tranchantes que du verre. Le sol est une toile géologique. Des strates de cendres volcaniques dessinent des bandes de couleurs sourdes à travers la plaine, tandis que des parcelles de terre calcinées témoignent du passage d'une énergie thermique plus récente, une chaleur encore palpable dans la mémoire du lieu. C'est ce terrain d'un autre monde, avec ses reliefs imprévisibles et ses conditions d'éclairage à faible contraste, qui a désigné le plateau du Tolbachik comme le polygone d'essai idéal pour les prototypes des rovers soviétiques Lunokhod. Dans ce décor quasi lunaire, les ingénieurs ont pu évaluer la traction des engins, la précision de leurs capteurs et la durabilité de leurs équipements face à une topographie impitoyable. Les pentes variées et les champs de lave fragmentés offraient un défi constant, une simulation parfaite des rigueurs d'un monde extraterrestre. Aujourd'hui encore, des traces ténues de ces missions subsistent. Le long de certains itinéraires, la surface porte les cicatrices discrètes de leur passage, des empreintes de roues compressées dans le sol, des cendres délicatement perturbées, signatures éphémères d'une ambition humaine confrontée à la puissance brute de la nature. À mesure que la lumière rasante du jour décline, les contours des fissures les plus jeunes deviennent plus nets, leurs ombres s'allongent et guident le regard vers les hauts cônes. Elles tracent un chemin invisible, un corridor volcanique qui s'enfonce plus profondément au cœur de la chaîne de montagnes, vers l'origine même de cette désolation grandiose. Soudain, le paysage change de nature. Telles des sentinelles d'un royaume perdu, des silhouettes sombres se découpent sur un champ de cendres et de sable compacté. Ce sont les vestiges d'une forêt, la forêt morte, anéantie lors de la grande éruption du Tolbachik en 1975. Les fûts se dressent, nus et écorchés, privés de leurs branches et de leur vie. Leur surface, durcie par une chaleur inimaginable, ont été dépouillées de toutes couleurs, ne laissant qu'un charbon spectral. Ils forment un motif immuable sur le paysage, chaque tronc planté précisément là où l'arbre vivant s'était autrefois ancré, avant que le torrent de matière incandescente ne déferle à travers la vallée. Le sol lui-même est un mélange subtil de tons gris et rouges, un linceul déposé par des couches successives de dépôts volcaniques. Le vent, seul maître des lieux, déplace les cendres les plus fines en ondulations peu profondes qui viennent s'accumuler à la base des troncs comme une marée silencieuse.
L'immobilité de la scène révèle l'échelle cataclysmique de l'événement. Toute une étendue de forêt, surprise et figée dans sa position finale. Sa forme a été altérée, mais son agencement reste fidèle à la pente qui a jadis façonné sa croissance. La puissance visuelle de ce lieu naît du contraste saisissant entre les lignes verticales et intactes des arbres et l'espace vide qui les entoure. C'est une scène qui évoque à la fois la perte absolue et une forme stoïque d'endurance. Un Pompéi végétal. À travers sa structure même, l'alignement des troncs trace des lignes claires à travers la plaine de cendres, révélant la densité de la forêt d'antan. Les subtiles élévations et dépressions du terrain suivent encore la direction de l'ancienne coulée pyroclastique, et l'espacement entre les arbres fantômes souligne l'ampleur du boisement enseveli. Cette plaine de désolation s'étend vers les formations volcaniques plus hautes, reliant ce fragment de destruction préservé au paysage plus vaste qu'il a engendré. Progressivement, le terrain s'élève en une pente régulière, jusqu'à former un socle immense, une fondation ténébreuse de matière volcanique. Au-dessus de cette base titanesque se dresse le Kliutchevskoï, le plus haut volcan actif d'Eurasie et l'un des cônes les plus imposants de toute la ceinture de feu du Pacifique. C'est le titan qui domine cette terre, la source de la création et de la destruction. Ici, sur cette terre de feu et de silence, le temps géologique ne se compte pas. Il se contemple, dans la mémoire de la pierre et le murmure du vent. Ses flancs s'élèvent dans une symétrie presque parfaite, une géométrie minérale que la neige habille une grande partie de l'année. La hauteur et la forme du cône lui permettent de dominer chaque vallée environnante, se muant en un point de repère immuable, un phare de roches et de glace pour quiconque traverse cette région sauvage. Il est le gardien silencieux du paysage. À sa base, la surface raconte une histoire géologique ancienne. D'anciennes coulées de lave pétrifiées, des couches de cendres compactées par les âges et la pression, et de longs chenaux creusés par les eaux de fonte dessinent une cartographie complexe. Ces lignes de force guident inévitablement le regard vers le haut, en direction du cône central, là où la pente s'accentue de manière spectaculaire, défiant les lois de l'équilibre. Parfois, une activité discrète mais persistante libère de minces panaches de vapeur. Il monte lentement dans l'air glacial, traçant une ligne éphémère et fragile entre le champ de neige immaculé et le ciel infini, avant de se disperser dans l'immensité. C'est un rappel constant que sous cette quiétude apparente, une puissance colossale sommeille. L'échelle véritable de ce géant ne se révèle que lorsque de petites crêtes et des évents secondaires apparaissent, semblables à de fines gravures sur ses pentes inférieures. Ces détails, presque insignifiants à distance, soulignent par contraste la monumentalité de la structure principale par rapport au terrain qu'elle a elle-même façonné. Pour les communautés qui habitent ces vallées depuis des générations, le Kliutchevskoï n'est pas une simple montagne. Il est une présence tutélaire, une entité qui définit l'existence même. Il influence les itinéraires de voyage, dicte les décisions saisonnières et oriente l'agencement des villages. Son activité continue à sculpter la distribution des rivières, la croissance de la végétation et les corridors naturels empruntés par la faune. Il est l'architecte du territoire. La combinaison de sa hauteur, de sa forme et de son influence géologique en a fait un point de repère central, tant dans la mémoire culturelle que dans la géographie physique. Depuis les vallées, le cône se dresse dans toute sa majesté, son ampleur devenant plus évidente à mesure que les lignes de crête environnantes s'estompent dans l'arrière-plan, réduites à de simples ondulations. De légers mouvements de vapeur près du sommet signalent les zones d'activité continue, traçant des chemins invisibles sur la pente supérieure. Ces eaux de fonte, nées de ces neiges éternelles, entament un long voyage. Elles rejoignent des fleuves qui se jettent finalement dans l'océan, là où la Terre rencontre sa limite, la côte du Pacifique. Ici, le paysage change radicalement. De longues étendues de falaises de basalte forment la frontière ultime du Kamtchatka. La roche, façonnée par d'innombrables événements volcaniques, présente des arêtes vives, des plateformes brisées et des parois verticales qui s'étirent sur des kilomètres le long de la ligne de flottaison. Les vagues du Pacifique s'abattent sur ces formations à intervalles réguliers, se fracassant avec une fureur rythmée.
Des gerbes d'écume blanche sont projetées vers le ciel, tandis que l'eau burine inlassablement de nouveaux motifs dans les surfaces sombres de la roche. C'est un dialogue millénaire entre la pierre et l'océan. Vue du ciel, la côte révèle une dentelle ininterrompue de criques et d'anses étroites, des lieux où l'océan concentre sa puissance et intensifie son travail d'érosion. Le vent, traversant la péninsule, s'accélère en atteignant cette barrière naturelle, transportant le sel et l'air glacial par-delà le sommet des falaises. L'énergie des vagues devient plus claire avec l'altitude, révélant la force implacable qui s'exerce sur ce littoral tout au long de l'année. Parfois, des houles plus puissantes que les autres recouvrent des corniches entières avant de se retirer dans les profondeurs, laissant derrière elles de minces filets d'écume qui épousent les contours du rivage. Et puis, fendant l'immensité, une silhouette. Le pigargue de Stellaire apparaît par intermittence le long de cette route aérienne. Sa trajectoire de vol épouse des courants ascendants, ceux créés par la collision du vent et de la roche. Il danse avec les éléments, maître de cet environnement hostile, utilisant la puissance même du paysage pour se déplacer avec une grâce souveraine. Ici, la vie ne s'impose pas par la force, mais par une intelligence subtile des éléments. Une leçon d'humilité gravée dans la roche par le vent et l'eau, rappelant que la véritable maîtrise réside non pas dans la conquête, mais dans l'harmonie avec des forces qui nous dépassent infiniment. Vu de loin, l'oiseau trace une courbe maîtrisée au-dessus des falaises, son regard scrutant les poissons que les courants changeants ramènent vers les bas-fonds. La présence du pigargue de Stellaire donne une échelle nouvelle à cet environnement, révélant l'immensité des parois verticales par contraste avec sa silhouette solitaire. Lentement, les escarpements s'adoucissent à mesure que le littoral s'incurve vers une étendue d'eau abritée. Le fracas des vagues qui se brisent sur la côte s'estompe, remplacé par le murmure d'un mouvement plus lent, au cœur d'une anse profonde qui se dessine à l'horizon. Le chenal s'élargit progressivement, dévoilant des surfaces liquides façonnées par leur protection contre le grand large. Ce changement de tempo aquatique marque l'approche de la baie de Ruskaya, un sanctuaire où les grands mammifères marins viennent souvent sonder les profondeurs sculptées dans ce bassin aux allures de fjord. Une ondulation discrète, une brève distorsion à la surface, puis un aileron noir s'élève avec une autorité absolue. L'entrée de la baie de Ruskaya est un goulet étroit, et l'anse s'étire vers l'intérieur des terres, tel un corridor protégé d'eau calme. Même sans vue panoramique sur les falaises, le sentiment d'enceinte est palpable, porté par la quiétude de la baie et l'écho assourdi du ressac lointain. Ici, la vie se concentre d'une manière que la côte ouverte ne permet pas. Ces couches d'eau froide et profonde abritent des courants stables qui attirent les chasseurs les plus efficaces de la région. Des groupes d'orques arpentent le chenal avec une précision chirurgicale. Leur progression est délibérée, presque mesurée, tandis qu'ils sondent l'eau à la recherche des saumons revenant du Pacifique ou des phoques se reposant sur des rochers isolés. Dans le silence de la baie, la structure sociale du groupe se dévoile. Une femelle expérimentée mène souvent la progression, imposant le rythme tandis que les plus jeunes ajustent leur position derrière elle. Chaque immersion, chaque plongée d'un aileron dorsal dessine une chorégraphie millimétrée, celle d'une famille se déplaçant comme une seule entité. Les vocalisations ricochent sur les parois et s'attardent plus longtemps qu'en plein océan, créant un amphithéâtre acoustique naturel. Leur seule présence modifie le rythme entier de l'anse. Les oiseaux de mer s'envolent plus tôt, la ligne de flottaison reste fébrile, et chaque forme à la surface devient porteuse de sens. Alors que le groupe s'enfonce plus profondément dans la baie, les derniers ailerons s'effacent sous la surface, ne laissant pour seule trace de leur passage qu'un cercle d'eau à peine troublé. Notre quête avait commencé par une question sur ces lieux où l'homme ne dicte plus les règles. Après avoir traversé des fleuves, des vallées, des volcans et la mer ouverte, la réponse s'est manifestée de la manière la plus directe qui soit. Le paysage opère à une échelle qui dépasse infiniment nos desseins. Alors que la dernière vision de la côte se fond dans le lointain, la péninsule laisse derrière elle le vide de la mer, et la mer elle-même est une immensité vide. Il existe encore des fragments du monde qui fonctionnent sans notre tutelle. Le Kamtchatka est l'un d'eux, immuable, lointain et souverain dans son propre rythme.